Yua est un adolescent de 15 ans, horriblement dégoûtant et transpirant. Un vrai raté qui aime tricher pour se sortir de toutes les situations de la vie. À cause de son attitude insupportable, son père est parti fumer une cigarette et n'est jamais revenu. Heureusement pour lui, en plus de l'abandon, il est aussi doté d'une belle gueule et d'un charisme fou. Et les filles le trouvent incroyablement séduisant. Mais en réalité, ce n'est qu'un tricheur stupide qui possède le pouvoir surnaturel d'échanger les corps. Dans ce monde, quand certains enfants deviennent adolescents, ils acquièrent des capacités surnaturelles qui durent pendant toute leur adolescence et disparaissent une fois adultes. Depuis son enfance, Yu aime se croire cool et supérieur à tout le monde. Quand il devient adolescent, il acquiert la capacité surnaturelle de posséder d'autres personnes. Cependant, il y a quelques limites. Par exemple, il ne peut les posséder que pendant 5 secondes, et pendant ce temps, son propre corps s'effondre, donnant l'impression qu'il dort profondément. Après 5 secondes, son âme revient de force dans son propre corps. Au fil des ans, il apprend à utiliser cette capacité de multiples façons, notamment pour obtenir la réponse à l'une des questions les plus importantes qu'un homme puisse se poser. Qu'est-ce que ça fait d'être une femme et d'avoir une poitrine généreuse? Il utilise aussi cette capacité pour se venger des gens qu'il n'apprécie pas, en possédant leur corps et en les faisant se battre. Mais surtout, cette capacité lui permet de tricher sur les autres en classe, et il l'exploite à fond pour obtenir et maintenir les meilleures notes, quel que soit son niveau scolaire. Grâce à cette tricherie, il réussit à être admis dans un lycée privé d'élite, et excelle même à l'examen d'entrée. Le jour de la cérémonie d'ouverture, il monte sur scène pour prononcer le discours en tant que représentant des nouveaux élèves. Toutes les filles de sa classe le trouvent beau, intelligent et charmant, alors il est souvent invité à sortir et prend plaisir à les éconduire, se sentant comme un véritable chicachad. Au début, on pourrait croire qu'il n'est tout simplement pas intéressé, mais en réalité, il a jeté son dévolu sur la plus jolie fille de l'école, Yumi. Un jour, il décide de suivre Yumi et sa meilleure amie, Mishima, sur le chemin du retour. Alors qu'elles s'arrêtent au passage piéton et discutent, Yu possède Mishima et s'éloigne de Yumi aussi loin qu'il le peut en 5 secondes, dans son corps. Après cela, il possède le conducteur d'un camion-canon qui arrive et le fait percuter Yumi. Mais juste avant qu'elle ne puisse être Ishikaïde et réincarnée en distributeur automatique, il revient dans son corps et agit en héros en la poussant et en lui sauvant la vie. Bientôt, Mishima revient aussi et leur demande si tout va bien. Yu vérifie le conducteur pour s'assurer qu'aucun camion-canon n'a été blessé lors de la réalisation de cette vidéo. Yumi le remercie de lui avoir sauvé la vie et dit qu'elles allaient dans ce célèbre restaurant de crêpes, lui proposant de les accompagner. Yu utilise la psychologie inversée et essaie d'agir poliment et timidement, ce qui pousse Mishima à rentrer chez elle, espérant laisser sa meilleure amie passer un moment seul avec Yu. Plus tard cet après-midi-là, Yu et Yumi se retrouvent à la crêperie et savourent leur repas ensemble. Yumi lui demande s'il aimerait sortir avec elle après l'école une autre fois, et il accepte l'offre avec ses yeux souriants et narcissiques. Le lendemain, à l'école, Yu reçoit un message de Yumi lui disant qu'elle l'attendrait dehors. Mais à ce moment-là, il est appelé au bureau du conseil des élèves par le président. Une fois là-bas, le président se présente comme Yoshiyuki et dit que les supérieurs lui ont demandé de faire repasser l'examen d'entrée à Yu-Woo, car il est soupçonné de tricherie. S'il refuse de passer le test ou obtient moins de 90%, il sera expulsé de l'école. En entendant cela, Yu dit que c'est n'importe quoi, mais sans autre option, il décide de tenter le coup et de tricher en copiant sur la feuille de réponse que le président tient. Le test commence, et étant le cancre qu'il est, il ne connaît aucune des réponses, alors il utilise sa capacité et prend le contrôle du corps de Yoshuki. Mais à sa grande surprise, au lieu de la feuille de réponse, il tient un magazine coquin et finit par le déchirer en morceaux de rage. Une fois de retour dans son corps, le président se demande ce qui vient de se passer, et Yu lui dit que, pour lui, il a eu l'impression qu'il avait soudainement déchiré la feuille de réponse en morceaux. À ce moment-là, une fille aux cheveux blonds pâles le fait sursauter en surgissant derrière lui avec sa caméra. Elle se présente comme la présidente du conseil des élèves d'une autre école, la Star Toshan Academy, et dit qu'elle l'a enfin pris en flagrant délit de mensonge. Elle lui montre des images de son corps s'endormant et dit qu'il vient de déclarer avoir vu Yoshuki déchirer la feuille de réponse en morceaux, alors qu'en réalité, sa tête était posée sur la table. En plus de cela, elle a également enregistré de nombreuses autres séquences de lui, agissant ainsi par le passé, pendant les examens. Yu se défend en disant qu'il souffre d'une maladie qui le fait s'endormir soudainement, et qu'il ne peut rien y faire. Mais elle lui montre son rapport médical de l'examen d'entrée, et affirme qu'il n'y a aucune mention d'une telle condition. Yu commence à paniquer et s'enfuit de là, passant devant un gars à lunettes qui semble être avec Nao. Yu sort de l'école et court dans la rue jusqu'à ce qu'il tourne. Soudain, quelque chose s'écrase dans le magasin derrière lui, et il regarde en arrière avec horreur, se demandant ce qui vient de se passer. Il se met à courir en avant et quelque chose s'écrase dans la décharge à côté de lui, le faisant paniquer encore plus. Il finit par atteindre la berge de la rivière et reprend son souffle, mais se retourne pour voir le 4 yeux se tenant à l'autre bout de la route, le fixant. Le gars prend une posture de course et s'envole instantanément dans les airs avec Yu dans ses bras, sautant par-dessus le lit de la rivière jusqu'à ce qu'il s'écrase de l'autre côté de la berge. Yu lui demande ce qu'il vient de faire et le gars explique qu'il possède ce pouvoir surnaturel appelé charge, qui lui permet de foncer super vite dans une direction, mais qu'il ne le contrôle pas très bien et que sa technique de freinage est encore en cours de développement.
Yu se demande quel genre de technique défectueuse c'est et demande pourquoi il le poursuivait. Juste à ce moment-là, Nao arrive sur les lieux et dit qu'ils veulent qu'il soit transféré dans leur académie, au moins tant qu'il est adolescent. Elle lui dit qu'il y a beaucoup de gens dans ce monde comme lui avec des capacités surnaturelles, mais que ses pouvoirs sont une maladie et qu'ils disparaîtront une fois qu'il sera adulte. Dans leur académie, il s'occupe de personnes comme lui pour s'assurer qu'elles n'abusent pas de ses capacités et ne causent pas de chaos dans le monde. Donc, jusqu'à ce que ses pouvoirs disparaissent, il doit rester à leur académie et elle a déjà obtenu l'approbation de son tuteur. Elle se demande pourquoi il a essayé de tricher avec ses capacités alors qu'il est plutôt beau gosse et le taquine un peu. Yu devient fou de rage et essaie de la frapper, mais elle devient soudainement invisible et le tabasse comme un sac de frappe. Il demande si son pouvoir est l'invisibilité, mais le gars à 4 yeux, Jojiro, explique que sa capacité la rend invisible à une seule personne de son choix, tandis qu'elle semble normale pour tous les autres. Avant de le laisser partir, elle lui dit aussi qu'il les rejoindra au conseil des élèves, car sa capacité peut être utile pour attraper d'autres personnes ayant des pouvoirs surnaturels comme lui. Plus tard cette nuit-là, Yu rentre chez lui et est accueilli par sa jeune sœur Ayumi. Elle lui annonce une bonne nouvelle. Leur oncle lui a dit qu'ils avaient tous les deux obtenu des bourses de la Star Ocean Academy et qu'ils y seraient à bientôt transférés. Pour célébrer cette occasion, elle prépare du riz omelette pour eux deux, avec de la sauce pizza et du ketchup, et Ayumi dit qu'elle regrette vraiment la façon dont leur mère le faisait. Yu baisse les yeux tristement et lui dit de ne pas parler d'elle, expliquant qu'il lui en veut toujours de les avoir abandonnés chez leur oncle après leur divorce. Ayumi dit qu'elle souhaiterait toujours qu'ils s'entendent bien, et en parlant de famille, elle confie qu'elle a eu le sentiment, ces derniers temps, qu'ils avaient aussi quelqu'un d'autre dans leur famille. Mais Yu répond qu'il n'y a que deux, lui et elle, et lui dit d'arrêter de mélanger les rêves et la réalité. Après cela, Ayumi termine sa soirée en observant les étoiles avec son télescope, et Yu lui dit de regarder une émission de fin de soirée, Cheval quelque chose, car c'est un moyen éprouvé et efficace de se faire des amis. Prenez des notes, vous tous, dans la section commentaires, prenez des notes. Le lendemain matin, ils emménagent dans leur nouvelle chambre à l'intérieur de l'académie, et Yumi se sent vraiment heureuse et excitée d'avoir une grande chambre où vivre. Plus tard cet après-midi-là, Yu sort avec Yumi et lui parle du transfert, essayant de lui faire comprendre qu'il veut toujours sortir avec elle sans l'admettre. Mais Yumi dit qu'elle comprend, et le largue respectueusement, ce qui le met sous le choc. Plus tard ce soir-là, Nao et Jojiro entrent dans leur nouvelle chambre pour les aider à s'installer. Ils taquinent Yu et se présentent à sa petite sœur, puis commencent à les aider à déballer leurs affaires. Nao montre à Ayumi quelques Kingstours en utilisant ses pouvoirs et devient très bonne amie avec elle. Une fois qu'ils sont tous partis, Yu et Ayumi dînent, et Yu fait un rêve nostalgique où il a l'impression d'avoir eu autrefois un frère ou une sœur en plus d'Ayumi, et il se demande s'il a juste été influencé par elle. Le lendemain, Yu se prépare pour son premier jour dans cette nouvelle école, et avant qu'il ne sorte, Ayumi lui prépare une boîte à lunch avec son riz omelette pas si préféré, accompagné de sauce pizza. C'était autrefois son plat favori, mais il s'en est lassé depuis longtemps. À l'école, il est accueilli par Nao et Jojiro, et il leur demande si tout le monde à l'école a des pouvoirs surnaturels. Jojiro répond que la plupart des élèves devraient les développer bientôt ou commencent tout juste à en montrer des signes. Nao dit qu'il y a quelque temps, si quelqu'un avec des pouvoirs surnaturels était découvert, on le capturait et on l'envoyait dans des laboratoires pour y mener d'horribles expériences. Mais ensuite, une certaine personne a mis en place ce système pour protéger ses enfants. Yu essaie de minimiser en disant que ça n'aurait pas pu être si terrible, mais Nao maintenant révèle que son frère aîné était l'un des enfants qui n'ont pas survécu et sur qui on a expérimenté. Yu lui demande pourquoi ils le font utiliser ses pouvoirs en dehors de l'école en tant que membre du conseil des élèves, et Nao explique que leur travail est de trouver ces enfants et de les sécuriser, ou de les avertir suffisamment pour qu'ils n'utilisent pas leurs pouvoirs en dehors de l'établissement pour leur propre sécurité. Il sera payé pour ce travail, et vu qu'il a une jeune sœur, il pourra certainement utiliser pas mal de ses billets. Yu accepte l'offre, puis se rend dans sa nouvelle classe et se présente à tout le monde. Il pense qu'il pourra aussi faire le malin ici, mais il remarque alors que Nao et Jojiro sont tous les deux dans sa classe, ce qui ruine ses plans de jouer les durs. Pendant la pause déjeuner, Yu demande à Jojiro comment Nao est devenue présidente du conseil des élèves dès sa première année. Il dit que le poste est ouvert à tous les élèves et qu'il est principalement attribué à ceux qui agissent rapidement et avec responsabilité en utilisant leurs capacités. Après cela, ils vont tous les deux à la cafétéria pour acheter des sandwichs, car Yu en a marre de manger du riz omelette sucré. L'endroit est vraiment bondé, alors Jojiro décide d'utiliser sa capacité et fonce devant le comptoir de nourriture, jette l'argent, attrape 4 sandwichs au poulet pané et traverse la fenêtre de l'autre côté. Il entre ensuite par derrière Yu et lui tend les sandwichs, révélant qu'il porte toujours une armure légère sous son uniforme pour éviter de se blesser gravement. Après cela, ils retournent tous les deux en classe et mangent ensemble. Yu l'interroge sur Nao et pourquoi elle semble solitaire. Il explique que son pouvoir ne lui permet d'être invisible qu'à une seule personne, ce qui signifie que si elle se défend en utilisant ses pouvoirs, pour tous les autres, elle semble juste frapper les gens sans défense, et cela lui donne une mauvaise image auprès des élèves. Bientôt, Nao s'approche d'eux et dit que leurs collaborateurs arrivent, ils pourraient avoir une nouvelle mission en vue. Ils se rendent tous au bureau du conseil des élèves, et Yu remarque une immense carte de la ville sur la table au centre. Soudain,
Un homme aux longs cheveux dégoulinants entre et pose son doigt sur la carte. Il dit que l'endroit est le lycée Namba et que son pouvoir est la photographie psychique, puis il s'en va sans dire un mot de plus. Yu demande aux autres de quoi il s'agissait et ils expliquent que c'était leurs collaborateurs et qu'ils les aident en localisant d'autres personnes dotées de pouvoirs surnaturels et en identifiant également leurs capacités. Sur ce, ils sèchent tous leurs cours et se rendent au lycée Namba. Nao et Jojiro entrent et commencent à enquêter en interrogeant les élèves sur tout ce qui pourrait leur avoir semblé étrange récemment. Après un certain temps, Nao revient en courant vers Yu et lui dit qu'ils ont trouvé quelqu'un de suspect et lui demande de posséder son corps pour fouiller son sac. Ils courent tous les deux et voient le gars s'enfuir avec son sac. Yu utilise son pouvoir et prend le contrôle de lui, puis commence à vider son sac par terre. Une fois son pouvoir épuisé, Jojiro plaque le gars et le maintient au sol pendant que Nao fouille le contenu et trouve une lettre noire avec des photos. Il s'avère que c'est une photo d'une des filles de l'école du gars et la deuxième photo montre une sorte de version radiographique où il peut aussi voir sous ses vêtements. Il l'interroge à ce sujet et il dit qu'il a acheté les photos et après avoir été menacé, il révèle qu'il les a obtenues d'un garçon nommé Yuno de la classe 2e. Après avoir eu cette information, il court à la classe et découvre que Yuno est en fait le président du club de tir à l'arc de l'école. Nao force son casier et trouve une tonne de preuves perverses. Après cela, ils vont le rencontrer seul, et Nao le surprend en apparaissant devant lui de nulle part. Elle lui raconte tout et lui demande pourquoi il a fait ça, et il répond qu'il avait besoin d'argent pour soigner une maladie dans sa famille. Nao lui dit que ce n'est pas la bonne méthode et que s'il ne s'arrête pas, il sera bientôt capturé et envoyé dans les laboratoires pour être expérimenté comme un extraterrestre de la zone 51. Yuto prend aussi une photo osée d'elle et essaie de la faire chanter, mais Yu prend le contrôle de son corps et rend la photo à Nao. Yuto pointe alors une flèche sur elle et la tire en dernier recours, mais Jojiro fonce comme l'éclair et emporte la flèche avec lui. Après cela, ils le forcent à se rendre, et l'affaire est réglée. Une fois cela fait, ils retournent tous à leur école, et en chemin, Yu interroge Nao sur son frère et ce qui lui est arrivé après qu'il ait été emmené chez les scientifiques. Elle dit que ce n'est pas vraiment un secret, et qu'ils peuvent aller voir son frère ensemble demain. Le lendemain, ils prennent tous les deux le train express, puis un bus, pour se rendre à un grand hôpital situé au sommet d'une magnifique falaise, offrant une vue fraîche et panoramique. En chemin, Nao raconte l'histoire de comment tout a commencé pour elle. Elle venait d'obtenir une bourse pour entrer dans un collège prestigieux. Comme la plupart des pères d'anime, son père n'est jamais revenu de sa course au lait, et elle a été élevée par sa mère aux côtés de son frère aîné, Kazuki. Kazuki était un terroriste en herbe qui luttait pour que son groupe signe un contrat avec l'une des grandes maisons de disques. Un jour, leur mère les a tous deux appelés et a dit qu'elle les avait inscrits dans un internat. Kazuki riposte et demande pourquoi elle fait ça et qu'il va déménager bientôt de toute façon, ce qui serait utile à la famille. De plus, il est bon à rien et aime jouer de la guitare. Contrairement à Nao, il n'est même pas intelligent ni bon en études. Mais leur mère se met à genoux et s'incline au sol, les suppliant silencieusement de faire ce qu'elle dit, le cœur brisé et tiraillé. Kazuki respecte toujours sa mère et se plie à son souhait. Nao révèle en outre que cette nouvelle école était plutôt bien, mais même si elle allait à la même école, elle ne pourrait pas voir son frère pendant des lustres. Chaque fois qu'elle abordait le sujet ou essayait d'aller le voir, ses amis l'entouraient et l'emmenaient. La seule chose particulière à propos de cette école était qu'après leur cours, elle devait subir un examen médical régulièrement. Il s'avère que son frère avait été diagnostiqué avec une capacité surnaturelle qui lui permet de faire vibrer l'air à différentes fréquences. Pendant qu'elle étudiait à l'école, son frère subissait des expériences brutales et inhumaines, et quand elle a enfin pu le voir après des années, il était mentalement brisé et ne se souvenait même plus qui il était ni qui elle était. Les amis qui l'entouraient se sont avérés être de faux élèves, envoyés par les scientifiques pour la tenir à l'écart, et elle était gardée là avec l'hypothèse qu'il y avait une forte probabilité qu'elle développe aussi des pouvoirs comme son frère. Après avoir été témoin de tout cela, elle a perdu la capacité de faire confiance à qui que ce soit et s'est enfuie de là. Bientôt, ils arrivent à l'hôpital et vont rencontrer son frère, et Yu voit à quel point il est mentalement dégradé et instable. Il pense qu'il fait de la musique en criant fort et en déchirant ses draps et ses oreillers. Après avoir reçu son somnifère, il devient engourdi, et Nao le sort en fauteuil roulant pour prendre l'air. Elle dit qu'elle avait perdu espoir, mais c'était jusqu'à ce qu'elle rencontre la seule personne en qui elle a confiance maintenant, et il a créé cette école et l'a acceptée, tout en soutenant son frère en payant gratuitement ses soins médicaux dans cet hôpital. Elle dit que personne ne cherche de remède pour son frère, car pour les scientifiques, les personnes avec des super pouvoirs sont comme des batteries, et une fois qu'une est épuisée, ils en prennent simplement une nouvelle pour leurs expériences. Après cela, ils en restent là pour la journée, et Yu retourne dans sa chambre. Il est accueilli par Ayumi, et elle prépare un curry de légumes pour qu'il le savoure au dîner. Plus tard cette nuit-là, elle lui parle de son excitation à l'idée de voir une comète spéciale qui passe près de la Terre une fois tous les quelques centaines d'années. Le lendemain matin, Yu se réveille et va à l'école, et Ayumi lui prépare une autre boîte à lunch avec son riz omelette sucré. Il lui dit qu'elle n'a plus besoin de lui en faire, car personne n'apporte plus de déjeuner, et aller à la cafétéria est un bon moyen de se faire de nouveaux amis. Elle baisse un peu les yeux, mais lui dit ensuite de le prendre quand même aujourd'hui,
car elle l'a déjà préparé. Plus tard ce jour-là, à l'école, pendant la pause déjeuner, il leur procure à tous les deux un riz au curry spécial, grâce à sa folle capacité de foncer. Nao envoie un message à Jojiro pour qu'ils se rendent au bureau du conseil des élèves, car leur collaborateur a une nouvelle piste pour eux. Ils vont tous les deux au bureau, et comme d'habitude, le gars aux cheveux dégoulinants entre, pointe une rue au hasard sur la carte et dit que cette fois, la personne a deux pouvoirs, le channeling et la pyrokinésie, la capacité de parler aux morts, ainsi que la capacité de contrôler le feu. Cela les rend curieux, et ils se rendent dans la ruelle étroite pour trouver cette personne aux deux pouvoirs. Nao mène une enquête et rencontre une femme qui leur dit avoir vu un homme plus âgé poursuivre l'idole de la télévision et chanteuse Yusa. En entendant son nom, Yu réalise que c'est le nom de la chanteuse dont Ayumi est folle, et Jojiro commence aussi à faire son fanboy comme un vrai simp. Il s'avère qu'il est un simp inconditionnel du Surin, et la suit sur tous ses réseaux sociaux, y compris son OnlyFans illégal. Yu essaie de faire le malin et suggère d'appeler son label pour leur demander d'organiser une rencontre, mais Nao maintenant lui dit qu'il n'est pas si important, que le monde ne tourne pas autour de lui, et qu'il n'y a aucune chance que le label laisse une bande de lycéens rencontrer leur idole. Elle continue de regarder autour d'elle et aperçoit un homme suspect qui tourne au coin de la rue et le poursuit. Comme prévu, l'homme la frappe violemment et la jette au sol, puis s'enfuit en courant. Yu prend le contrôle de son corps et laisse Jojiro le plaquer contre le mur, lui brisant quelques côtes. Nao se met sur lui et lui dit que s'il veut qu'on appelle une ambulance pour lui, il doit lui révéler où se trouve Yusa et pourquoi il tentait de leur échapper. Il répond qu'il ne faisait qu'obéir aux ordres pour la capturer, au nom de Taeyu TV. Sur ce, ils le font partir en ambulance et sont abordés par un jeune homme aux cheveux roux. Le garçon leur demande ce qu'il faisait là, et Nao lui explique qu'il recherche Yusa, pensant qu'elle est en difficulté et qu'il souhaite la protéger. Il leur demande ensuite comment ils ont réussi à maîtriser le grand gaillard, et Nao répond qu'ils possèdent eux aussi des pouvoirs surnaturels, tout comme Yohosa, ce qui surprend l'homme. Il lui demande comment elle le savait et de le prouver, et Nao devient invisible devant lui pour étayer ses dires. Il les emmène ensuite tous dans une pièce souterraine où ils retrouvent Yohosa et un autre homme. Jojiro commence aussitôt à la vénérer comme Sanji, mais Nao la repousse d'un coup de pied et commence à lui poser des questions. Yosa lui explique qu'elle souffre d'une condition médicale où elle s'endort subitement et se réveille souvent ailleurs. Maintenant, il est conclu que Yusa a la capacité de canaliser les esprits des morts dans son corps et interroge les garçons à ce sujet. Il lui raconte que Yusa avait une sœur aînée nommée Misa, décédée dans un accident. À ce moment précis, les expressions de Yusa changent radicalement et elle se met à agir comme une véritable fille de gangster. Elle demande à Finn pourquoi il parlait d'elle à des étrangers et met le feu à tout l'endroit, mais ensuite elle voit les guimauves devant elle et se calme. Neyo lui parle et découvre que Misa prend le contrôle du corps de Yusa grâce à son pouvoir, et ainsi elle peut aussi utiliser son propre pouvoir de contrôler les flammes. Mystère résolu. Elle lui demande qui étaient les deux hommes, et Misa lui dit que c'était ses amis d'enfance, puis elle lui demande pourquoi Yusa était poursuivi, et les garçons lui répondent que c'était à cause de ce smartphone. Il s'avère que Yusa l'a accidentellement ramené chez elle après une journée sur le plateau, et il contient des messages d'un grand producteur de télévision concernant la fraude et le blanchiment d'argent, ce qui pourrait facilement le faire arrêter s'ils étaient remis à la police. Mais qu'elle le rende maintenant ou non, elle ne pourra pas percer dans l'industrie à cause de son réseau criminel corrompu. Madame dit qu'elle brûlerait toute la station de télévision s'il faisait ça à sa sœur, mais Nao commence à se disputer avec elle et lui dit de se calmer à moins qu'elle ne veuille envoyer sa sœur en prison. Elle affirme avoir un plan pour protéger sa sœur, ainsi que pour se venger, et demande aux garçons de se procurer des vêtements ignifuges. Plus tard cette nuit-là, ils appellent le producteur et font en sorte que Yusa lui rende l'appareil. Mais quand le producteur commence à faire son malin, Misa prend le dessus et brûle 2 de ses hommes sur le côté. Elle force ensuite l'un des gardes du corps à se poignarder la jambe et fait disparaître le dernier d'entre eux en un éclair. Après cela, elle avance, lève la main et fait subir au producteur des coups de poing et des coups de pied, le faisant tomber à terre. Elle le menace, lui jette le téléphone et lui dit de ne pas entraver son chemin vers la célébrité, sinon elle viendrait le chercher en enfer, le faisant fuir comme une mauviette. Il s'avère qu'elle avait fait remplacer les gardes du corps par ses amis d'enfance, vêtus de vestes ignifuges, afin de pouvoir les enflammer. Yu a pris le contrôle du 3e garde et l'a forcé à se poignarder la jambe, et Jojiro a plaqué le dernier garde dans la forêt torturée. Finalement, Nao a tabassé le producteur pour faire croire que Misa possédait des pouvoirs divins. Une fois cette affaire réglée, elle lui dit que le transfert à leur académie serait le meilleur moyen de protéger Yuasa, et qu'une fois ses pouvoirs disparus, elle ne pourra plus prendre le contrôle de son corps. Misa est tout à fait d'accord avec cela, mais le garçon aux cheveux roux, lui, ne l'est certainement pas. Il demande à avoir quelques derniers mots avec elle, en privé, et lui avoue ses sentiments. Il se sent coupable d'avoir survécu à l'accident de moto qui lui a coûté la vie et voulait sortir avec elle, mais elle a décidé de se faire Ishiked seule. Misa le tapote et lui dit de passer à autre chose et de reprendre sa vie en main, puis décide de se transférer à l'académie Star Ocean plus tard. Une fois tout cela réglé, Yu rentre chez lui et est accueilli par Ayumi, comme d'habitude, qui l'attend pour dîner. Il s'assoit et Yu lui raconte sa rencontre avec Yusa, et elle commence à fangirla comme un mignon. Il lui dit qu'elle pourrait être transférée dans leur école, et Ayumi devient encore plus excitée à l'idée de la rencontrer en personne. Le lendemain matin,
Yu se réveille et Ayumi lui prépare le petit déjeuner. Au menu du jour, du pain perdu recouvert de la sauce spéciale d'Ayumi, oui, vous l'avez deviné, de la sauce à pizza. Après avoir englouti toutes ces pauses et toasts super sucrés, Yu se précipite à l'école et retrouve Jujiro. Toute la classe est en effervescence à propos de Yusa et de son transfert dans leur école, et Yu se demande ce qui se passera une fois qu'elle sera vraiment là. Bientôt, le cours commence et le professeur entre pour présenter leur nouvelle et populaire élève transféré. Tout le monde commence à acclamer Yusa, et cela devient une fête dansante avant qu'ils ne soient tous réprimandés par le professeur. Yusa agit mignonne comme d'habitude et leur dit à tous de se calmer, puis ajoute qu'elle serait souvent en pause pour des raisons professionnelles, mais qu'elle aimerait profiter de sa vie de lycéenne avec eux. Sa place est désignée à côté de Nao, et tout le monde commence à affluer autour d'elle comme des moutons. Plus tard ce jour-là, Nao entre et dit qu'ils ont une nouvelle piste et demande à Yusa de venir avec eux. Ils se rendent tous au bureau du conseil étudiant, et comme d'habitude, l'homme dégoulinant entre et fait tomber une goutte d'eau sur la carte. Cette fois, leur cible possède le pouvoir de télékinésie, et Yusa leur demande de quoi il s'agit. Yu la met au courant, et Nao dit qu'elle pense savoir qui est leur cible en se basant sur l'emplacement. Elle leur montre ensuite des images d'un gars nommé Erafui, de l'équipe de baseball de l'académie Kanae. Il semble être très populaire parmi les jeunes joueurs, et on dit qu'il est en passe de rejoindre les grandes ligues grâce à ses récentes performances lors des 3 derniers matchs. À partir de ces images au ralenti, Nao découvre qu'il utilise une mauvaise prise pour le type de balle qu'il lance et soupçonne qu'il utilise ses pouvoirs pour contrôler la balle en plein air après qu'elle ait quitté ses mains afin de réaliser ses lancers incroyables. Après cela, ils se rendent tous à l'académie Kenai et se présentent à Erafumi. Nao lui dit directement d'arrêter d'utiliser ses pouvoirs surnaturels pendant ses matchs et qu'il perdra ses pouvoirs au moment où il atteindra les ligues professionnelles et serait alors expulsé de l'équipe, ce qui ruinerait sa carrière pour toujours. Elle lui dit de jouer en utilisant ses propres capacités et il répond qu'elle ne peut pas sérieusement s'attendre à ce qu'il croit toutes ces balivernes. Elle lui dit d'arrêter de faire semblant et lui montre ses pouvoirs en devenant invisible devant lui, et à ce moment-là, Misa prend le relais et lui montre aussi du feu, qui essaie de la calmer. Et elle crache par terre de colère, et Jujiro se met instantanément à chercher le crachat comme le simp, étrange qu'il est. Au même moment, il se débat avec le fait que ce n'est pas réellement Yusup, mais Misa qui a craché, et il s'interroge sur les détails pathétiques de la situation. Pendant ce temps, Nao lui dit que s'il n'arrête pas, il sera attrapé par les autorités et envoyé à des scientifiques qui mèneront des expériences sur lui jusqu'à ce que ses pouvoirs s'épuisent. Il reste sceptique, mais elle lui propose alors de jouer un match de baseball contre son école. S'il gagne, elle ne se mêlera plus de ses affaires, mais s'il perd, il devra cesser d'utiliser ses pouvoirs. Il accepte l'offre, et il décide de se retrouver sur le terrain de baseball de l'académie Star Ocean à midi, dimanche prochain. Sur le chemin du retour, Yu demande à Nao s'ils ont des utilisateurs de capacité dans leur équipe capables de frapper la balle télékinétique d'Arifumi, et elle répond qu'ils n'ont aucun utilisateur de capacité actif dans l'équipe. Mais pour que les choses se passent comme ils le souhaitent, ils rejoindront eux-mêmes l'équipe et feront en sorte que Yu utilise ses pouvoirs à leur avantage. Le dimanche suivant, ils se retrouvent tous sur le terrain et les deux équipes s'alignent l'une contre l'autre. Le match commence et au début, ils semblent tous deux assez égaux. Leur batteur les réprimande pour leur mauvaise performance et son propre lanceur se fâche contre elle, disant qu'il fait les balles d'Arifumi. Mais chaque fois que quelqu'un se fâche contre elle pour sa mauvaise langue, elle appelle Yusuf à l'aide et la fait utiliser son prise féminin pour transformer les garçons en simp et les ramener sur le terrain. Pendant leur match, ils remarquent qu'à part Arifumi, leur receveur est aussi très habile pour attraper des balles folles sans avoir de pouvoir. Le match se poursuit pendant un certain temps et atteint les points finaux. Nao décide de laisser son équipe utiliser aussi certains de leurs pouvoirs pour pimenter les choses et dit à Yuju de posséder leur batteur pour marquer des points. Yuyu y parvient, mais leur receveur d'avant réussit à récupérer un point en sécurisant une base. C'est maintenant le dernier tour et Jojiro est au bâton. Nao lui dit de toucher la balle au sol puis d'utiliser ses pouvoirs pour toucher la première base au sol. Jojo fait exactement cela et n'a qu'à payer le prix de son visage disgracieux, voué à l'oubli. Ensuite, Misa et Nao réussissent également à frapper leur balle. Et enfin, c'est au tour de Yu de frapper la balle pour le point gagnant. Il demande à Nao comment il va s'y prendre, et elle lui dit de jouer loyalement pour une fois dans sa vie et l'encourage. Sur ce, Yu s'avance au bâton et fait de son mieux, réussissant à retarder le point avec un tas de fautes, mais à la fin, Arifumi utilise ses pouvoirs pour lancer une balle sauvage et fait rater Yu. Mais son receveur ne parvient pas non plus à l'attraper, ce qui donne à Misa une chance de courir vers la base et il gagne le match. Après leur victoire, Yu se sent heureux et se demande pourquoi il ressentait cela, puis se regroupe avec Nao. Ils disent ensuite à Hirafumi d'arrêter d'utiliser ses pouvoirs comme promis, et il répond qu'il le fera. Il révèle alors qu'il n'est qu'un lanceur moyen, mais que son ami Takato est un receveur incroyable qui peut vraiment atteindre les grandes ligues. Mais étant son ami, il a décidé de rester avec lui même si leur école n'a pas les meilleurs programmes de baseball. Il voulait atteindre les grandes ligues et y amener son ami. Nao utilise le Talk Mime Jutsu et lui dit d'encourager son ami depuis les coulisses, et elle est sûre qu'un jour il sera fier de lui et dira aux autres que cet incroyable joueur est son ami. Une fois tout cela réglé, Arifumi promet de ne plus utiliser ses pouvoirs et retourne auprès de son équipe.
Nao dit à Yu de posséder Arifumi un instant car elle veut mener une expérience et il le fait pour elle. Comme prévu, il prend le contrôle de son corps pendant 5 secondes, puis revient au sien et demande ce qu'elle voulait voir, et elle répond qu'ils devront attendre et voir. Après cela, Yu rentre chez lui pour dîner avec sa sœur comme d'habitude et le regarde fangirler devant la nouvelle publicité et l'annonce Somme de Yosa. Quelques matins plus tard, c'est encore un jour où tout le monde dans leur classe s'agglutine autour de Yosa comme des moutons simping. D'un autre côté, Nao s'occupe de ses affaires et écoute de la musique comme d'habitude. Soudain, un groupe de filles s'approche d'elle, la traîne hors de la classe et l'emmène derrière l'école. Yu se demande de quoi il s'agit et décide de suivre et de l'espionner depuis le coin. Il voit les filles s'en prendre à Nao et la pousser contre le mur. Elle la frappe ensuite et la jette par terre avant de s'éloigner. Yu sort et lui demande de quoi il s'agissait et elle lui répond que les gens n'aiment souvent pas sa façon de se battre depuis leur première rencontre et se vengent d'elle de cette manière. Yu se souvient de la fois où elle l'avait battue au bord de la rivière et comprend ce qu'elle veut dire, mais pense que c'est totalement injuste qu'ils la battent ainsi. Il lui demande pourquoi elle ne riposte pas et elle répond qu'elle n'est pas d'humeur non plus et remarque qu'elle a reçu un message de leur collaborateur. Elle retourne au bureau du conseil étudiant et appelle tout le monde là-bas. Yusa regarde le visage tuméfié de Nao, et Misa sort et dit qu'il devrait se venger. Mais Nao lui dit qu'elle ne veut pas, et de les laisser partir. Juste à ce moment-là, le gars avec le drip le plus mouillé entre comme d'habitude et pointe cette fois vers des montagnes sur la carte. Cette fois, leur cible a le pouvoir de voler, et il semble que Nao connaisse aussi cette personne. Elle pose un papier et montre qu'il y a eu récemment des observations de personnes voyant un homme volant dans ces montagnes, et que leur cible doit être ce gars. Jusqu'à présent, seuls les groupes occultes de niche en parlent, mais il ne faudra pas longtemps avant que les nouvelles locales ne s'en emparent si ces observations continuent. Cela signifie qu'ils doivent agir vite, et elle dit à tout le monde de se préparer pour un voyage. Au supermarché, Yu aide Nao à prendre la nourriture et elle fait le plein de beaucoup de maïs. Elle dit qu'ils ne peuvent pas faire de barbecue sans maïs grillé, et se dirige ensuite vers le rayon de la viande pour prendre des steaks, des côtes et des saucisses. Yu ajoute aussi des légumes et des poivrons. Et ils se disputent pour savoir qui est le plus sain pendant que Jojiro et Yuso les observent et se demandent à quel point ils ressemblent à un couple en bonne santé. Cependant, Jojiro commence bientôt à simper sur le fait qu'il a enfin pu parler à Yusa seul. Après avoir récupéré toutes les affaires, ils se dirigent tous vers les montagnes et Nao dit aux garçons de porter les tentes et les autres équipements pendant qu'elles s'occuperont de la nourriture. Yu demande s'ils vont passer la nuit et elle répond qu'ils resteront aussi longtemps que nécessaire pour attirer le gars volant. Sur ce, ils se rendent à l'endroit indiqué dans le magazine et y installent leur camp. En montant leur tente, Yu manque de tomber dans un puits profond et asséché, et Nao se met à rire de lui. Elle le remplit ensuite et dit que ça aurait été amusant de le voir tomber lourdement. Après cela, ils passent le reste de leur journée à cuisiner, à savourer leur repas et à discuter entre eux. La nuit, Yu se demande où Nao est allé et s'enfonce un peu dans les bois pour finir près d'une falaise offrant une vue magnifique sur le ciel étoilé. Nao est assise là sur un siège en pierre, écoutant sa musique, et Yu s'approche et la rejoint. Il dit qu'il se demandait quelle musique elle écoutait toujours, et elle lui prête son appareil MP4 pour qu'il écoute. Elle lui dit que c'est un groupe de post-rock appelé Gined et que c'était le groupe préféré de son frère avant qu'il ne devienne fou. Yu l'écoute et ressent immédiatement une isolation profonde mais libératrice de la musique et la complimente. Le voyant apprécier la musique, Nao devient vraiment excitée et le laisse garder le lecteur comme cadeau. Elle dit que la chanteuse du groupe est aveugle des 2 yeux et c'est peut-être pour cela que ses chansons semblent si profondes et connectées. En la voyant agir si excitée et heureuse, Yu réalise que c'est la première fois qu'il voit ce côté d'elle, et nous savons tous où cela va, n'est-ce pas les gars? Elle ajoute ensuite qu'actuellement, elle passe ses journées à enregistrer des tricheurs comme lui, mais que son rêve est d'un jour enregistrer une vidéo pour Jean. Après cela, ils retournent tous les deux au camp, et Nao dit qu'ils feront le guet à tour de rôle pendant 4 heures, et que les garçons peuvent dormir en premier. Yu et Jujiro vont dormir et Yu fait un rêve nostalgique où il a un autre frère ou sœur à côté d'Ayumi comme la dernière fois, et il se demande de quoi il s'agissait. Le lendemain matin, ils passent leur journée à pêcher et à cuisiner le poisson sur un feu de camp. Ils prennent également des bains séparés et Yu remarque que Jojiro a un corps plutôt musclé. Il dit que ses pouvoirs l'obligent à toujours porter une armure sous ses vêtements et qu'il est toujours bon d'avoir un corps fort pour la soutenir. Une autre journée passe sans aucun signe du gars volant, et Yu dit qu'il veut rentrer car il a une sœur cadette à s'inquiéter à la maison. Nao dit qu'elle ne peut pas le permettre et lui dit d'arrêter de s'inquiéter car elle a le sentiment qu'ils pourront terminer ce voyage demain. Le lendemain, alors qu'ils préparent leur nourriture, ils sont rencontrés par un jeune homme en vêtements bleus. Il leur demande ce qu'ils faisaient là, et Nao répond qu'ils sont tous des lycéens en fuite qui prévoient donc de vivre ici. Le gars n'y croit pas et dit qu'il appellera la police pour les ramener chez eux, mais Nao dit qu'alors la police le prendra aussi. Il demande pourquoi et elle répond que c'est une propriété privée, et en le regardant, il est également suspect qu'il soit là seul. Il essaie de trouver un alibi, mais Nao le rejette immédiatement comme un mensonge et dit qu'il est le gars qui a la capacité de voler.
Elle dit qu'il a dû choisir ces montagnes privées pour pratiquer sa capacité à rester hors de la vue du public. Mais quand il les a vues camper là, sans intention de partir, il a dû devenir anxieux. Il essaie de faire l'indifférent et se retourne en disant que tout cela est absurde, mais Nao le coince en disant qu'elle l'a filmé en train de pratiquer sa capacité. En entendant cela, il devient fou de rage et saute pour lui arracher la caméra, mais finit par tomber dans le puits asséché de tout à l'heure que Nao avait recouvert d'herbe. Une fois en bas, il est contraint d'utiliser sa capacité et saute hors du trou profond et attaque Nao afin de lui arracher la caméra. Yu dit à Jojiro de faire quelque chose, mais il répond qu'il ne peut pas avec Nao si près de lui, et une fois que le gars met la main sur le caméscope, il s'envole loin dans le ciel. Yu utilise sa capacité et prend le contrôle de lui, mais finit par toucher le ciel en ouvrant les yeux pour avoir une vue grandiose de la ville en chute libre. Alors qu'il tombe vers sa mort apparemment inévitable, il s'efforce d'utiliser la capacité dans le corps du gars et parvient à amortir sa chute grâce au vol. 5 secondes plus tard, il revient à son corps et le gars tombe avec quelques contusions. Nao et les autres s'approchent de lui et révèlent leurs identités et expliquent qu'ils sont là pour le protéger et qu'un jour ses pouvoirs disparaîtront. Et que se passerait-il s'il était en plein vol à ce moment-là ? De plus, les scientifiques doivent se frotter les mains d'excitation à l'idée de voir comment son corps le fait voler, et elle dit qu'il ne veut pas devenir un rat de laboratoire. Le gars se présente comme Sato et dit qu'il pensait être le seul au monde avec des pouvoirs et qu'il avait rêvé d'être l'élu et d'être appelé le grand héros, Sky High Sato. Ils regardent tous son visage délirant et se demandent pourquoi ils ont laissé un web comme lui survivre. Sur ce, ils rentrent tous chez eux et Yu-Woo retrouve une Ayumi pas très joyeuse. Pourtant, elle comprend, comme la meilleure petite sœur qu'elle est, et lui offre un incroyable bol de nouilles aux légumes faites maison. Yu-Woo remarque qu'il n'y a pas de sauce à pizza dedans et remercie Dieu pour cela, et interroge Ayumi à ce sujet. Elle dit qu'elle voulait en mettre car c'est l'ingrédient secret de leur famille, mais ils en ont manqué. Et pour une raison quelconque, l'officier à la porte ne la laisse pas sortir seule, donc elle n'a pas pu en acheter plus. Yu-Woo remercie intérieurement l'officier de lui avoir sauvé la vie et utilise un tak no jutsu sain. Il ajoute des compliments pour dire à Ayumi que sa cuisine est meilleure même sans la sauce à pizza. Après cela, elle dit qu'elle a beaucoup de choses à lui raconter depuis son départ, et révèle qu'un garçon de sa classe l'a invité à sortir mais qu'elle l'a rejeté. Yu dit que cela aurait pu être un tournant dans sa vie, et il n'est pas contre, tant que le gars est une bonne personne. Soudain, Ayumi éternue, et Yu vérifie sa température sur son front, et remarque qu'elle a une légère fièvre. Il lui donne des médicaments, et la laisse se blottir dans son lit, et lui dit de se reposer pour la nuit. Le lendemain matin, Ayumi se sent toujours malade et a de la fièvre. Yu lui dit de rester dans son lit et de se reposer, et qu'il dira à son école qu'elle ne viendra pas aujourd'hui. Après cela, il se rend à son école et y passe sa journée tout à fait normalement. À l'heure du déjeuner, le gars le plus stylé, aux mains les plus moites, entre, pointe du doigt leur dortoir sur la carte et déclare que ce pouvoir-là s'appelle cette fois effondrement. Tous se demandent bien ce que ce pouvoir pourrait être, et Yu s'inquiète de savoir pourquoi on ne l'appelle pas destruction, car après tout, effondrement suggère une capacité destructrice, capable de faire s'écrouler des structures. Nayu explique qu'il n'est pas rare de voir des gens éveiller des pouvoirs dans leur école, puisque c'est là tout l'objectif de l'établissement, mais elle se demande pourquoi un élève se trouve dans leur dortoir à cette heure-ci. Yusuf suggère que ce pourrait être quelqu'un de malade, en train d'éternuer en ce moment même, ce qui met Yu mal à l'aise, car il pense aussitôt à Ayumi. Nao, percevant son expression, l'interroge à ce sujet, et il lui confie que sa sœur est souffrante et se trouve actuellement dans le dortoir, ce qui l'inquiète énormément pour elle. Miao affirme qu'il est très probable que des frères et sœurs développent des pouvoirs si l'un d'eux en éveille un, et elle insiste sur le fait qu'il devrait aller vérifier. Mais Jojo est bien de son côté, alors que ce serait une bonne idée d'y aller avec Nao et qu'emmener Yusa pourrait également remonter le moral d'Ayumi, la réconforter un peu. Elle lui demande de regarder par la fenêtre pour voir s'il y a une grande girafe dehors, et quand il s'approche de la fenêtre pour vérifier, elle lui assène un coup de pied puissant, l'expédiant littéralement par la fenêtre. Elle appelle aussitôt une ambulance pour lui, tandis que Yusiran, horrifié, observe la scène et se demande ce qui vient de se produire. Après cela, ils décident tous d'aller acheter de la bouillie de riz pour Ayumi, et Yusu suggère qu'ils dînent tous ensemble ce soir-là. Il remarque que Yusu est toujours seule depuis le départ de sa sœur, et qu'elle est désormais pratiquement une orpheline, avec un frère handicapé, à l'hôpital et de sérieux problèmes de confiance envers les autres. Il ressent de la tristesse pour elles deux, et insiste pour qu'elles mangent ensemble dans son dortoir, et fassent les courses tous ensemble. Après avoir récupéré quelques provisions coûteuses, les filles se rendent chez Yu en sa compagnie, et avant d'entrer, Yu demande à Yusa de dissimuler sa présence au début, car sa sœur deviendrait alors super excitée et commencerait à saigner du nez si elle la voyait. Habituée à être la petite folle qu'elle est, elle enfile un masque anti-corona et une paire de lunettes de soleil, se proclamant Superman. Ils entrent tous et constatent que les camarades de classe d'Ayumi sont déjà là pour prendre de ses nouvelles. Sa meilleure amie et déléguée de classe, Nomura, se lève alors, salue chaleureusement tout le monde et se présente. Ensuite, un jeune garçon aux cheveux bruns se lève et se présente comme étant Oikawa. Nomura révèle alors que c'est lui le garçon qu'Ayumi a rejeté. Cependant, se trouve également toujours une autre jeune fille abandonné l'idée de la conquérir, tous disent au revoir à Ayumi ardemment et devenir son amie. Entre et salue Ayumi. Elles s'assoient toutes les deux et se réjouissent de se retrouver. Mais à ce moment précis, Yusa fait irruption.
Et Ayumi, la reconnaissant instantanément, se met à saigner du nez comme la Sanji énamourée qu'elle est. Nao aide à contrôler son saignement de nez à plusieurs reprises, puis ils s'installent tous et partagent un joyeux repas ensemble. Une fois qu'ils ont terminé, Yusa prend congé en raison de ses obligations d'idole, et Nao propose alors de faire la vaisselle, demandant à Yu de les essuyer soigneusement avec un chiffon. En les observant, Ayumi leur demande s'ils sortent ensemble, et les taquine gentiment. Mais ils le nient tous les deux avec l'expression la plus neutre et inexpressive possible. Après cela, ils donnent à Ayumi son médicament et la mettent au lit, mais elle déclare qu'elle ne veut pas dormir, car elle a également fait un terrible cauchemar la nuit dernière. Nao tente de l'interroger sur les détails de son rêve, mais elle s'arrête et sort avec Yumi. Elle lui dit d'essayer de lui poser des questions à ce sujet, car cela pourrait indiquer le type de capacité qu'elle a éveillée. Et bien qu'il n'ait pas encore confirmé à 100% que c'est bien elle qu'il recherche, elle demeure une candidate très probable. Après son départ, Yu entre et interroge Sayumi à ce sujet. Elle lui raconte alors qu'elle a rêvé que le sol et les murs se fissuraient, et que la terre se brisait sous ses pieds. Le lendemain, Yu en informe tout le monde, et il soupçonne que cela pourrait être une capacité réellement dangereuse, capable de nuire également à son utilisateur. Il décide donc de faire preuve de prudence et d'essayer de la garder dans les dortoirs aussi longtemps que possible, afin d'éviter qu'un incident ne se produise et ne blesse d'autres personnes innocentes. Le lendemain matin, Ayumi est complètement rétablie et souhaite ardemment retourner à l'école, mais Yu lui demande de rester un jour de plus à la maison pour se reposer. Elle n'apprécie guère cette idée et le lycée savoir. Yu et Jojiro profitent de leur pause déjeuner comme à leur habitude, quand soudain ils reçoivent un appel de Nao. Elle les convoque à son bureau et leur annonce qu'Ayumi est allée à l'école. Se rend à l'école malgré tout. Et ils se précipitent tous au collège pour s'assurer qu'elle va bien et qu'il ne lui est rien arrivé. D'un autre côté, pendant la pause déjeuner, Oikawa tente une fois de plus d'inviter Ayumi à manger avec lui, mais Nomura intervient pour la secourir et la laisse s'éloigner. Ayumi finit par croiser Kaneshi, qui lui confie être vraiment jalouse d'elle, car elle-même voulait sortir avec Oikawa, mais ensuite Ayumi a été transférée dans leur école, et depuis, il ne pense plus qu'à elle, sans cesse. Elle sort alors un cutter, en déploie la lame, et déclare qu'il est grand temps pour Ayumi de souffrir. Ayumi tente de la calmer, mais lorsque cela ne fonctionne pas, elle se met à courir vers le toit. Malheureusement, la porte d'accès au toit est verrouillée, et elle se retrouve acculée dans un coin, tandis que Kanashi monte les escaliers, une lame à la main, s'approchant d'elle. Elle commence à paniquer, son pouvoir s'active soudainement, et tout l'endroit autour d'elle se met à s'effondrer et à se désintégrer. Kanashi recule, échappant de justesse au danger, mais Ayumi, elle, tombe, tandis que tout l'édifice s'écroule littéralement sur elle. À l'extérieur, Yu et les autres se précipitent à l'intérieur de l'école en escaladant la clôture, tentant désespérément d'arriver à temps. Mais ils voient alors l'aile la plus éloignée du bâtiment s'effondrer. Yu se précipite vers elle, seulement pour découvrir sa sœur écrasée sous les débris, et à ce moment-là, un morceau des gravats s'écroule également sur lui. Kimi, laissez un F dans la section des commentaires pour la petite Sanji au nez qui saigne de cet animé. C'est le moment de l'épisode sur les 7 étapes du deuil. Après avoir reçu des soins qu'elle n'a pas survécu, ce qui le plonge dans un état de choc profond. Il ne peut absolument pas croire ce qui vient de se produire et continue où se trouve sa sœur, le service funéraire pour Ayumi. Plus tard, il retourne à sa chambre de dortoir vide, sans personne pour l'accueillir, avec du riz au curry infusé à la sauce pizza, comme avant. Il se met à pleurer, s'en voulant terriblement, se demandant s'il avait jamais vraiment réussi à lui montrer à quel point il tenait à elle, et il pleure jusqu'à s'endormir. Il finit par trouver le carton de nouilles instantané, il se réveille sur le que lui avait envoyé les yeux fatigués lorsqu'il avait emménagé pour la première fois, et se dirige vers le réfrigérateur. Les jours s'écoulent, suivis des semaines, et près d'un mois s'achève, le laissant reclus dans sa chambre, enveloppé dans ses draps, sans bouger. Son sol est jonché de tasses vides, et ses yeux deviennent de plus en plus inexpressifs, sans vie, de jour en jour. Jojiro et Yusa viennent à de nombreuses reprises, apportant le relais et tentent elle aussi de s'introduire, et lui proposant de manger ensemble entre eux, mais il refuse de la douleur de perdre sa sœur et ne prend certaine manière aucun contact. Elle décide de ne pas insister avec le monde extérieur, et il le laisse seul également. Encore plus de jours s'écoulent, et ils envoient le premier amour de Yu, de son ancienne école, Yumi, pour tenter de le faire sortir, mais Yu ne lui accorde même pas un regard. Le cœur brisé, et se sentant mort à l'intérieur, il lui demande seulement de lui rendre un service, lui procurer davantage de nouilles instantanées, car ses anciennes provisions s'épuisent. Mais lorsqu'elle l'exhorte à l'accompagner, il refuse catégoriquement et se met en colère contre elle, dans sa solitude lui reprochant d'agir comme si elle était sa propre mère. Yu décide finalement de sortir pour se réapprovisionner, mais il remarque alors la présence de 2 gardes postés à l'extérieur, en compagnie du maître de chambre. Il réalise qu'ils sont probablement là pour l'emmener de force. Il utilise donc son pouvoir pour prendre le contrôle de l'un d'eux et assomme l'autre. Après cela, il sort silencieusement et se rend à la banque pour retirer la totalité de l'argent de son compte, ce qui représente presque l'équivalent de 3100 $ américains actuels pour vous, chers Weebs d'Amérique. Et oui, j'ai bien tenu compte de l'inflation. Il décide de s'éloigner le plus possible de leur école, là où le type stylé ne pourrait absolument pas le localiser, et il finit par s'installer dans un cybercafé. Il y reste reclus pendant quelques jours, se gavant de pizza et d'animes, mais il finit par s'ennuyer et décide alors de sortir faire une petite promenade. Il remarque de délicieux dangos sucrés vendus dans une petite échoppe de rue. Les goûte, puis s'intéresse à certains jeux de tir à la première personne, FPS.
Il décide de les essayer. Il commence à apprécier la partie élimination du jeu un peu trop intensément et devient rapidement accro aux sucreries et aux salles d'arcade. Un jour, il perd complètement patience en observant deux gars passer beaucoup trop de temps sur sa machine de jeu préférée, l'accaparant. Il les interpelle et les gars, s'en sentant offensés, l'entraînent sous un sombre pont de chemin de fer. Il décide de le tabasser violemment, mais Yu utilise ses pouvoirs pour les forcer à se battre les uns contre les autres et finit par achever le dernier en lui enfonçant des bâtons de dango profondément dans la jambe. Quelques jours plus tard, il est confronté par un chef de gang redoutable. Il lui demande s'il est bien le type qui a vaincu le gang adverse à lui tout seul et tente d'affirmer sa domination sur lui. Mais Yu n'apprécie guère qu'on lui parle avec insolence. Il prend alors le contrôle de tout son gang et les met tous à terre, à lui seul. Et pour finir, il fait même uriner leur chef dans son pantalon en le menaçant de lui crever l'œil avec un bâton de dango, lui demandant s'il aimerait un vrai nom de gangster de rue, du genre Sissi le Borgne. Après cela, il s'est lancé dans une véritable frénésie de boucherie de gang, provoquant des combats au hasard et prenant un plaisir malsain à vaincre des groupes entiers de personnes. Il pense que cela doit être quelque chose d'amusant et décide de le fumer. C'est alors qu'il reçoit un violent coup de pied au visage, asséné par une jeune fille blonde pâle, laissé tomber un petit sac en plastique. Nao se révèle et lui dit qu'elle ne peut absolument pas le laisser franchir cette limite. Il lui demande alors depuis combien de temps elle se trouvait là. Elle lui répond qu'elle est là depuis le tout premier jour, révélant qu'elle est restée avec lui dans sa maison depuis qu'Ayumi a été Ishkaïd et qu'elle l'a suivi absolument partout. Elle confie qu'elle se sent également responsable de tout cela et se demande si elle aurait dû mieux protéger la salle de jeu d'arcade et si elle aurait pu empêcher lors des combats de gang et bien d'autres endroits encore. Elle ne pouvait absolument pas le laisser franchir cette ligne et qu'il risquait de perdre son humanité. En l'écoutant, Yu reprend un peu ses esprits et lui demande ce qu'il devrait faire à présent. Elle passe un appel, puis lui annonce qu'elle va l'emmener manger un repas sain et équilibré. Il refuse de la suivre, mais elle lui propose alors un pari. Il n'aura qu'à prendre une seule bouchée. Après cela, ils se sépareraient et elle ne se mêlerait plus du tout de ses affaires. Yu accepte et la suit jusqu'à la maison de Jojiro. La maison est vide pour la nuit car sa famille est sortie et ils entrent. Elle lui dit d'aller regarder la télévision en attendant qu'elle ait fini de cuisiner, puis elle le réveille avec une assiette de riz non assaisonné préparée avec soin. Il prend une bouchée et réalise que le goût est exactement le même, grâce à l'ingrédient secret. Nao lui révèle alors qu'elle a emprunté le carnet de recettes de sa mère qu'elle a découvert dans la chambre d'Ayumi et comment Ayumi avait sûrement voulu le recréer après le départ de leur mère, car c'était son plat préféré durant son enfance. Yu repense alors au dernier riz omelette qu'Ayumi lui avait préparé comme boîte à lunch et à toutes les fois où il s'en était plaint, et il se met à pleurer. Il réalise que c'était le tout dernier riz omelette que sa douce petite sœur lui avait jamais cuisiné, et il mange toute l'assiette, les larmes aux yeux, submergé par l'émotion. Nao lui tend ensuite un mouchoir pour ses yeux et une tasse de thé, puis le laisse se reposer tranquillement. Il lui demande ce qu'il devrait faire à présent, et elle lui répond qu'il devrait commencer par réintégrer le conseil étudiant. Il lui demande s'il n'avait pas promis de se quitter après qu'il ait pris une seule bouchée, et elle lui rétorque qu'il n'a pas pris une bouchée, mais qu'il a tout léché, ce qui signifie qu'il a dû vouloir se mêler beaucoup de ses affaires, n'est-ce pas? Il se met à sourire, la remercie chaleureusement, et lui dit qu'il reviendra finalement au conseil étudiant. Le lendemain, Yu s'habille et se prépare à entamer sa nouvelle vie avec un tout nouveau départ. Il fait ses adieux à Ayumi, puis se rend à son école, où il est accueilli par Yusa et tous les autres avec enthousiasme. Toute sa classe est jalouse de le voir recevoir l'attention de leur déesse, et Yu est ravi de constater que ce culte agaçant de Simps est toujours aussi actif dans sa classe, comme à l'accoutumée. Pendant le déjeuner, il se rend à la cafétéria avec Jojiro, qui lui offre le curry de bœuf en édition limitée, exactement comme ils avaient l'habitude de le faire avant le décès d'Ayumi. Yu remarque à quel point tout le monde se donne du mal pour être aimable avec lui, et il se sent vraiment reconnaissant pour cette attention. Bientôt, ils reçoivent un message de Nao les invitant à venir au bureau, et ils se demandent si le Dripper est de retour avec une nouvelle piste. En entendant cela, il se précipite au bureau et lui demande ce qui se passe, et il s'avère que c'était simplement Usurine, qui souhaitait recueillir toutes leurs critiques sur son tout dernier clip musical. Une fois qu'ils ont tous terminé de le regarder, Yu demande à Jojo de donner son avis une note tout à fait honnête de 8 sur 10. Et celui-ci répond, elle déduit des points avec son attitude un peu embarrassante d'agir comme une idole, même à l'école. Déjà passé au paradis. Tout ce petit drame est terminé, tellement Nao révèle que la véritable raison pour laquelle elle les a tous réunis était de leur demander de décider qui l'accompagnerait au concert avec elle. Elle sort alors 2 billets pour le concert de Jin, qui doit avoir lieu le lendemain, et leur demande de prendre une décision. Par un vote d'élimination, Yusa déclare ne rien connaître à la musique post-rock et n'être absolument pas intéressée par ce genre musical. Jojiro n'est pas non plus intéressée, tandis que Misa, elle, n'apprécie que le heavy metal rock et refuse l'offre lorsque Nao précise qu'il n'y aura rien de tel à ce concert. Naturellement, il ne restait plus que lui pour prendre le billet, et avec une dernière petite pression de Nao, il finit par accepter l'offre. Plus tard ce jour-là, sur le chemin du retour vers chez lui, il croise une jeune fille aveugle aux cheveux roux. Alors qu'elle passe près de lui en murmurant qu'elle n'aime pas être évitée, Yu écoute attentivement sa voix et se remémore le sentiment qu'il avait ressenti la toute première fois qu'il avait écouté les chansons de Jin sur le lecteur MP4 de Nao. Il se retourne pour lui demander si elle était réellement la chanteuse aveugle et principale du célèbre groupe, mais c'est elle qui s'approche de lui et lui demande s'il peut l'emmener dans un endroit qui vend du modang yaki. Yu y réfléchit un instant, puis réalise finalement qu'elle lui demande un plat d'okonomiyaki moderne, qui contient également des yakisoba, une spécialité.
Il accepte sa requête et l'emmène dans un restaurant local pour déguster ce plat, en commandant également un pour lui-même. Pendant tout ce temps, il lutte intérieurement contre son habitude d'appeler à la maison pour prévenir Ayumi qu'il rentrerait tard, ou d'attendre de rentrer pour savourer le dîner qu'elle lui aurait préparé avec amour. Elle lui manque énormément, et il laisse échapper un soupir empli de tristesse, ce que la jeune fille remarque aussitôt. Elle confirme alors ses soupçons. Elle est bien la chanteuse principale, nommée Sally Chan, et lui demande si quelque chose de vraiment très triste lui est arrivé tout récemment. Elle lui dit qu'il peut tout à fait lui en parler, et ils s'assoient tous les deux dehors, tandis que Yu lui raconte la douloureuse perte de sa sœur. Elle affirme qu'il doit y avoir eu quelqu'un à ce moment précis. Il se souvient de son frère Kazuki et demande alors une faveur à Sala. Il lui parle de lui et lui demande si elle pourrait l'accompagner pour voir ce jeune homme, car il était un terroriste gay qui l'idolâtrait et était sur le point de connaître sa propre grande percée avant de sombrer ainsi. Elle accepte gentiment et l'accompagne à l'hôpital pour rendre visite à Kazuki. Avant de s'y rendre, il appelle Nao et lui annonce qu'il a rencontré Sala, lui demandant si elle souhaiterait la rencontrer également. Mais Nao répond qu'elle n'est pas intéressée, car bien qu'elle apprécie son travail, elle n'est pas vraiment enthousiasmée à l'idée de rencontrer des stars. Il lui propose alors l'idée qu'elle rencontre son frère et lui demande d'informer l'hôpital de leur arrivée imminente. Plus tard ce soir-là, ils se rendent à l'hôpital pour voir Kazuki. Et en chemin, elle lui raconte comment elle a elle aussi enduré diverses épreuves déchirantes, et qu'à un certain moment, elle a dû sacrifier sa vue à Dieu pour atteindre ce succès, ce niveau. Plus tard, ils vont rencontrer Kazuki, et elle chante pour lui. Cela restaure alors une partie de sa santé mentale, et il parvient même à se souvenir de sa sœur, Nao, ce qui est un véritable miracle. Après cela, Yu retourne avec Sala, et en chemin, il appelle Nao pour lui raconter le miracle dont il n'a pas été témoin. Elle lui répond qu'elle est déjà au courant, car elle l'a appris de l'infirmière de l'hôpital, et s'est immédiatement précipitée sur place. Mais il semblerait qu'ils se soient à peine croisés à l'entrée, de justesse. Elle le remercie d'être allé si loin pour elle et pour son frère, et lui dit de se tenir prêt à se retrouver au concert le lendemain. Une fois de retour, le manager de Sala vient la chercher, après lui avoir passé un savon, et elle confie qu'elle aimerait beaucoup revoir Yu un de ces jours, si possible. Il lui assure qu'il sera bien présent au concert, et elle lui répond qu'elle chantera alors avec lui, dans son esprit. Puis, ils se séparent. Le lendemain, Yu se rend au concert avec Nao et profite pleinement de sa journée. Et au milieu du concert, Yu commence à ressentir une étrange sensation. Il se sent nostalgique pour une raison inexpliquée, puis Sala enchaîne avec sa nouvelle chanson. Et Yu la connaît d'une manière ou d'une autre. C'est comme s'il avait déjà entendu cette mélodie auparavant. Et soudain, une multitude de souvenirs inonde son esprit. Et il s'effondre alors sur le sol. Alors qu'il s'effondre, il fait un rêve, revivant des souvenirs d'une autre vie où il se trouve dans une installation scientifique, entouré de nombreux enfants dotés de pouvoirs similaires aux siens. Là, il se réveille en écoutant la nouvelle chanson de Jin, aux côtés d'Ayumi, qui, elle, écoute sa chanteuse préférée, Yusa, avec délectation. Il se lève et se dirige vers le déjeuner. Yu se plaint alors que tout va avoir un goût de médicament, à cause de tous les produits chimiques améliorant les pouvoirs qu'ils ont ajoutés à leur nourriture. Ayumi, elle, dit que malgré cela, elle est convaincue que le curry peut rendre tout le monde heureux et souhaite ardemment que leur frère aîné, Shunsu, ait pu manger avec eux, en leur compagnie. Yu se penche et confie à Ayumi qu'il possède des pouvoirs vraiment très puissants, et que c'est la raison pour laquelle il est sous contrainte. Il lui révèle alors qu'il a la capacité de sauter dans le temps. Pendant le déjeuner, il s'assied à une table, juste à côté d'un grand jeune homme aux cheveux bruns, nommé Kumagami, qui s'avère être le meilleur ami de Shunsu. Shunsu l'appelle Pou, parce que la première partie de son nom signifie ours, et c'est ainsi que cela devient également son surnom. Yu pense qu'il possède lui aussi son véritable capacité vraiment très puissante qui lui permet de s'emparer de la capacité surnaturelle de venait à découvrir. Avec ce pouvoir, il le retiendrait et il l'enfermerait également, alors qu'il prévoit de libérer Shunsu afin qu'il puisse les guider vers un avenir meilleur une fois de plus pour tous. Pou lui remet un morceau de papier contenant des instructions pour rencontrer un individu dont le pouvoir est la télépathie et pour le lui dérober. Il dérobe également une capacité de... Après avoir terminé leur déjeuner, Yu retourne dans sa chambre avec Ayumi. Mais sur le chemin du retour, les scientifiques emmènent Ayumi avec une force car c'est son jour d'expérimentation et elle avait oublié d'en informer Yu. Il l'enferme, et après un certain temps passé dans sa cellule, il entend des bruits assourdissants et des alarmes se déclencher. Et lorsque la porte s'ouvre, il découvre l'un des meilleurs scientifiques présents, qui par chance connaît son véritable pouvoir. Il explique qu'ils ont tenté de faire émerger de force les capacités de sa sœur, ce qui a provoqué l'effondrement de tout un pâté de maison. Il prévoit maintenant de la disséquer pour l'étudier, puis de s'en débarrasser si nécessaire. En entendant cela, Yu se met à courir pour retrouver son frère, et Su rencontre Shishino, qui a la capacité de traverser les murs. Il le laisse voler sa capacité, et lui dit d'aller voler le pouvoir de télékinésie et de sauver son frère, et après un ultime effort désespéré, il parvient à libérer son frère de ses entraves, et Shunsu fait un saut temporel alors que Yu est abattu par les gardes de l'établissement. À ce moment-là, Yu se réveille à l'hôpital et s'interroge sur ce qu'il a vu. Il se souvient que lui et Ayumun avaient toujours eu le sentiment d'avoir un frère aîné, et peut-être que tout cela était vrai. Et à ce moment précis, un homme aux cheveux bruns entre et dit qu'il semble que les souvenirs de Yu soient revenus. Il s'avère que c'est Kumagami, le collaborateur, celui qui les aide toujours à trouver des personnes dotées de capacités. Yu lui demande si tout cela était vrai et lui dit de garder ses questions pour son frère, car avant tout, ils doivent sauver sa sœur. Yu devient fou de rage et demande comment ils vont sauver quelqu'un qui est déjà mort, et il dit qu'il doit connaître la capacité de son frère Shunsuk maintenant qu'il a retrouvé ses souvenirs. En entendant son nom,
Nao demande si c'est le même Shunsuke qu'elle connaît, et Kumagami confirme que oui. Il s'avère que c'est l'homme qui l'a sauvée et a fondé l'école dont elle avait parlé à Yu. Après cela, il leur dit de le suivre et les emmène dans une installation souterraine secrète de haute technologie, cachée dans les bois. Baegu rencontre enfin son frère et réalise qu'il est devenu aveugle, tout en restant sceptique face à tout cela. Shunsu salue Nao et la félicite pour tous ses efforts, puis dit à Yu de s'asseoir alors qu'il lui raconte tout ce qui s'est passé après son saut temporel. Son histoire commence alors qu'il ouvre les yeux 3 ans avant qu'il ne soit du tout capturé par les scientifiques Shipon chez lui avec ses jeunes frères et sœurs. Il part ensuite retrouver Pooh et rassemble tous ses amis alors qu'il tente de faire les choses correctement cette fois-ci. Mais au final, ils ne sont qu'une bande d'enfants et ne peuvent espérer l'emporter contre des escouades d'hommes adultes équipés qui essaient de les capturer. À chaque tentative ratée où les choses tournent mal, Shunsuke élabore un nouveau plan et remonte le temps pour mieux faire les choses. Cela se produit à plusieurs reprises et à chaque fois, il remarque que sa vue devient de plus en plus faible. Cela continue jusqu'au dernier saut temporel, lorsque Shunsuke décide de réunir beaucoup d'argent et d'établir une zone de sécurité pour les enfants dotés de pouvoirs spéciaux. Cette fois, il y parvient, mais cela lui coûte également la perte totale de sa vue. Il demande à ses amis, Madoshi et Manomari, d'effacer les souvenirs de Yu et Yuumi à son égard afin qu'il puisse se déplacer plus librement et qu'il soit également en sécurité. Il a maintenant appelé Yu pour le rencontrer afin de lui voler ses pouvoirs en utilisant sa capacité à remonter le temps jusqu'au jour où Ayumi est tombée malade et l'a sauvée. Il lui demande ensuite d'aller le retrouver dans la nouvelle chronologie et de tout lui expliquer afin qu'il puisse agir en conséquence. Yu demande à Nao si elle était au courant depuis le début, et elle répond que oui, grâce au fonctionnement de la capacité de Kuma, et quand elle est allée le chercher, il s'est avéré qu'il s'était trompé sur ses pouvoirs, et ils ont décidé de garder le secret, car ils craignaient en fait ce qu'il deviendrait s'il continuait à accumuler des capacités de la sorte. Sur ce, Yu se lève et prend les pouvoirs de Shunsuke, puis se réveille aux côtés d'Ayumu la nuit où elle est tombée malade. Le lendemain, il va à l'école comme d'habitude, et leur Kuma, toujours aussi excentrique, vient leur dire que quelqu'un dans leur dortoir possède la capacité d'effondrement. Yu dit que c'est probablement sa sœur, et demande à Nao et Yusa de l'accompagner, et le reste se déroule comme avant. Mais après que Nao soit sorti pour partir, Yu sort et décide de tout lui raconter, et lui demande si elle le croirait s'il lui disait qu'il venait du futur. Elle répond que oui, et il devient vraiment heureux, et la remercie même de l'avoir sauvé dans un autre futur où il était devenu dépressif. Il lui demande son aide pour convaincre les autres, et le lendemain, ils décident tous d'infiltrer l'école d'Yub. Yu lui vole ses pouvoirs cette nuit-là pour s'assurer que ça ne se passe pas comme la dernière fois, puis se cache dans le casier à côté de la porte du toit pour la protéger de l'attaque de Kanashi. Le moment venu, Yu s'approche et la réprimande, laisse Nao s'occuper de la lame et l'effraie, protégeant finalement sa sœur d'être Ishikaie vers un autre monde. Quand il fait cela, Midoki de cette chronologie aperçoit ses actions et décide de le confronter avec Kuma. Yuku les rassure en leur disant qu'il est bien un voyageur temporel, en appelant Kuma par son surnom, Pooh, lorsqu'ils décident d'aller voir Shunsu ensemble. Ils s'installent dans la voiture et se dirigent vers les montagnes pour rencontrer Shunsu, l'aveugle. Shunsu leur dit qu'il les a amenés là, parce qu'il pense avoir éveillé sa capacité de pillard. Mais Yu révèle qu'il a en fait voyagé dans le temps et leur raconte tout. Shunsu le croit et dit qu'il ne sait pas comment il a réussi à retrouver ses souvenirs d'une autre chronologie, mais c'est certainement un phénomène rare et inexpliqué. Il dit ensuite que Yu doit maintenant rester dans cet établissement de recherche jusqu'à ce que ses pouvoirs disparaissent, et Yu demande pourquoi. Shunsuke explique que Yu possède la capacité la plus puissante du monde, et qu'il a maintenant même la capacité de faire des sauts temporels, et des groupes du monde entier vont tenter de le capturer afin de l'utiliser comme un outil pour la domination mondiale. Dans cet esprit, il doit rester ici, car c'est l'installation la plus protégée de tout le Japon, puis il les emmène tous faire une visite des laboratoires de recherche. Là, il leur présente le docteur Tsutsumiyoshi, qui s'avère être le même homme des souvenirs futurs de Yu qui l'a sauvé. Ici, dans son établissement, ils travaillent tous à développer un vaccin pour guérir les gens du monde entier de cette maladie. Yu demande s'ils sont malades, et il explique en leur demandant s'ils connaissent les comètes à longue période. Ayumi dit qu'elle les connaît car c'est son passe-temps, et le docteur la félicite, puis explique qu'il existe une comète appelée Charlotte qui passe près de la Terre tous les 75 ans. Lorsque cette comète passe, elle saupoudre une poussière spéciale dans l'atmosphère terrestre, et quiconque renifle ou ingère cette poussière acquiert des pouvoirs surnaturels dormants dans son ADN au moment où ses émotions sont à leur maximum, ce qui se produit généralement à l'adolescence. Dans le passé, il y a environ 400 ans, la comète est passée à une altitude inhabituellement basse, ce qui a donné naissance à un grand nombre de personnes acquérant ces pouvoirs. À l'époque, ces gens étaient appelés sorcières, et cela a provoqué les chasses aux sorcières massives qui continuent encore aujourd'hui, dans une certaine mesure. Il poursuit en disant qu'il travaille à développer un vaccin pour empêcher ces pouvoirs d'apparaître chez les générations futures. Après avoir entendu tout cela, Yu accepte de rester là avec Ayumi et Shunsuke et dit que même s'ils ne peuvent pas remplacer leurs anciens amis de l'école, ils sont libres de se lier d'amitié avec son groupe et de leur présenter ses amis d'enfance. Ils apprécient tous Ayumi et font même en sorte que Yu se sente chez lui en l'invitant à jouer à des jeux et tout le reste, mais ensuite Kuma obtient des informations sur un autre utilisateur de capacité et Yu découvre que Kuma n'a jamais eu besoin de se tremper.
Il ne le faisait que pour cacher son identité, selon la suggestion de Shun-suk. Yu lui demande s'il va retourner au bureau du conseil étudiant et il répond oui, mais lui dit qu'il ne peut pas venir. Après cela, il sort, monte dans la voiture et dit au chauffeur Furuki de le conduire à l'école. Les choses commencent à sentir le roussi quand Furuki rate le virage vers l'école et continue tout droit vers une usine abandonnée, révélant qu'il a en fait une famille. Selon les ordres de Shunsu, il ne travaille pas avec des adultes ayant des familles, car ils peuvent être facilement pris en otage et utilisés contre Shionkus. Étant un ancien utilisateur de capacité, Furuki voulait leur être utile et avait décidé de leur cacher l'existence de sa famille. Mais cela s'est retourné contre lui lorsque sa famille a été prise en otage par des membres d'un groupe mafieux étranger, et ils ont exigé qu'il garde le silence à ce sujet et qu'il leur amène Kuma. Furuki s'excuse pour cette bévue, et Kuma dit que c'est bon, et qu'il devrait s'inquiéter pour sa famille. Sur ce, ils se rendent à l'usine et rencontrent les étrangers, qui disent à Furuki qu'ils ont une dernière tâche pour lui, et c'est de t'y amener. Ils le font chanter pour qu'il le fasse et le renvoient, puis battent Kuma jusqu'à lui casser les dents et lui injectent un sérum de vérité pour lui soutirer tous ses secrets. Après cela, ils kidnappent Nao et la prennent également en otage, puis appellent Shunsuk et lui disent d'envoyer Yu seul, sinon ils tueront tous les otages, y compris la famille de Furuki. Ils s'assoient tous et commencent à réfléchir à des plans pour arranger les choses, mais ne trouvent rien de concret. Ils pensent au saut temporel de Yu, mais cela devient difficile à envisager lorsqu'ils découvrent que la famille de Furuki a été prise en otage dès le moment où ils avaient décidé de créer cette installation. Il n'y a aucune garantie que les choses se passeront de la même manière cette fois non plus. Shichino suggère d'envoyer Yu seul et de le laisser les combattre, et si les choses tournent mal, il peut toujours utiliser le saut temporel. Sur ce, comme seule option disponible, Shunsu essaie de convaincre Yu pour cette mission, mais Yu commence à paniquer sous toute cette pression et dit qu'il n'est pas confiant dans sa capacité à y arriver. Il manque de peu d'utiliser l'effondrement et de tous les tuer sous la pression, mais Shunsuk le serre dans ses bras comme le grand frère qu'il est et lui dit de faire un saut temporel à ce moment précis s'il sent que c'est trop pour lui. Avec tous ces encouragements, Yu va rencontrer les membres de la mafia étrangère et utilise sa capacité sur les deux non-utilisateurs de capacité pour vérifier s'ils ont des armes. Quand il s'avère innocent, il est surpris et se fait attaquer par derrière par une petite fille assassin. Il essaie de faire un saut temporel, mais la fille parvient à lui couper l'œil droit, et avec un œil en moins, il perd complètement la capacité de faire des sauts temporels. Il décide d'utiliser l'effondrement à la place, mais les mafieux disent que s'il l'utilise, il tuera les deux otages retenus sous terre. Yu essaie de riposter en utilisant la télékinésie, mais la fille assassin continue de le poignarder comme un gobelin, et il finit par utiliser l'effondrement et détruit tout. La seule victime est Kumagami, qui meurt en protégeant Nao. Shunsuk et les autres arrivent également à l'usine, et Shunsuk tombe à genoux et commence à ramper pour chercher Kuma. Et quand il atteint son corps inerte et lui dit de ne pas mourir, Kuma dit qu'il est sûr que Shunsuk a tout inventé lui-même à propos de son surnom Pou, et rend son dernier souffle. Laissez un Pou dans les commentaires pour le pauvre Kumagami, le véritable cœur de cette histoire. 2 jours plus tard, Yu se réveille à l'hôpital après son opération. Shichino le met au courant des détails et révèle que Nao était en sécurité, mais que Kuma n'a pas survécu. Avec cette révélation, Yu devient triste en pensant à son frère et à la façon dont il doit ressentir la même chose que lui lorsqu'il a perdu Ayumi, et qu'il pensait ne plus jamais la revoir. Au début, il est sous le choc et pense que tout est de sa faute, mais ensuite les amis de Shunsuk lui disent que c'était une erreur de calcul des deux côtés et qu'il n'est pas le seul responsable. Après cela, Ayumi entre, prend de ses nouvelles et essaie de lui remonter le moral. Sur ce, les jours passent et tout le monde lui rend visite pour lui souhaiter un prompt rétablissement, à commencer par Jojiro, Yuna et les autres. Quand Yuna passe avec de la nourriture, Yu demande à Misa de sortir et de lui parler de l'au-delà et de ce qui se trouve après la mort. Et en lui parlant, elle réalise qu'elle devrait chérir les quelques moments qui lui ont été accordés grâce à la capacité de Yusa. Plus tard, lors d'une des visites de Yusa dans sa ville natale pour promouvoir le restaurant de ses parents, Misa sort et fait ses compliments à ses parents, ce qui apporte une belle conclusion à son histoire également. Les jours continuent de passer et Yu retrouve lentement le mouvement de tous ses membres et commence à se rétablir. Il finit par sortir pour voir son frère et découvre à quel point il a l'air déprimé et abattu. Malgré cela, il garde la tête froide et lui dit que bientôt d'autres groupes mafieux étrangers entreront au Japon et les cibleront. Sans aucun doute, il se sent déprimé et triste d'avoir perdu son meilleur ami, et Yu retourne dans sa chambre. Là, il trouve Nao qui l'attend, et il lui parle de leur situation actuelle. Elle lui expose une idée bizarre. Avec son pouvoir, il pourrait hypothétiquement retirer les pouvoirs de tout le monde dans ce monde et s'assurer que personne ne puisse les attaquer. Mais cela signifiera qu'il devra parcourir le monde entier et posséder des milliers, voire des millions et des milliards de personnes, et après tout cela, rien ne dit s'il sera même capable de garder sa santé mentale à ce moment-là. Il y réfléchit un instant et réalise à quel point ce serait brutal, mais il y a en fait une possibilité que cela mène à un avenir meilleur pour eux tous, et il se lève et promet à Nao de le faire pour elle. Il lui dit qu'il l'aime et explique comment il a développé ses sentiments au fil du temps après qu'elle l'ait aidé à sortir de sa dépression. Et elle dit que même si c'est bien pour lui, elle n'a dû le faire que parce qu'elle se sentait coupable ou responsable elle-même.
En outre, elle dit que c'est une idée folle et qu'il n'a pas à le faire, mais il répond que cela n'a pas d'importance et qu'il le fera pour elle afin qu'elle tombe amoureuse de lui et parce qu'il veut aussi créer un avenir meilleur pour eux tous. En l'entendant, elle lui demande de faire une promesse et dit qu'elle l'attendra et s'il y parvient, elle tombera définitivement amoureuse de lui. Pour concrétiser les choses, Nao lui dit de commencer par lui retirer ses pouvoirs et il le fait pour montrer sa détermination. Cette décision prise, Yu va annoncer à son frère cet objectif fou et comment il a déjà commencé, puis ils se regroupent tous avec les autres membres du groupe de Shunsuke et ils lui disent en plus de partir à l'étranger pour commencer à gérer le problème à grande échelle et de leur laisser le Japon. Tout bien considéré, Yu commence à faire ses valises et le jour de son départ, il reçoit un petit livret de traduction de Nao et dit qu'il tiendra sa promesse. Son voyage commence à Singapour où il trouve une liste d'utilisateurs de capacité en payant pour l'obtenir. De là, il se rend aux Philippines pour piller les pouvoirs du chef, qui s'avère être la capacité de lire dans les pensées. Il utilise cette capacité sur lui pour trouver son chercheur de capacité, un enfant nommé Angelo. De là, il va rencontrer Angelo et scelle également ses pouvoirs, ce qui lui permet de voir l'emplacement des utilisateurs de capacité sur la carte. Sur ce, il se déchaîne et pille toutes les Philippines de leurs utilisateurs de capacité. Ensuite, il se retrouve en Afrique du Sud, où il démantèle de nombreux petits groupes d'utilisateurs de capacité. Il gagne bientôt le surnom de faucheur au sourire borgne à travers le monde et une prime est mise sur sa tête. Il se dirige ensuite vers l'Égypte où il acquiert la capacité de savoir quelle capacité il a volé. Sur ce, il commence à cocher un pays après l'autre et rassemble un nombre énorme de pouvoirs, y compris ceux qui lui permettent de traduire des choses dans sa tête, un qui fait qu'il n'a pas besoin de dormir et un qui lui permet d'aggraver les maladies existantes. Dans les montagnes d'Afghanistan, il localise sur sa carte un nouveau groupe de personnes qui semblent être des enfants n'ayant pas encore développé leur capacité. Il les traque et utilise sa capacité de croissance des maladies pour faire apparaître leur capacité prématurément afin de pouvoir les voler. Il effectue ensuite des allers-retours dans d'autres pays où il est déjà allé pour s'assurer que personne ne reste avec le potentiel de développer de nouvelles capacités. En Inde, il a sa première rencontre avec la force anti-faucheur qu'il attaque avec des armes à feu à vue, mais il les vainc tous avec leur capacité de champ de force et prend également toutes leurs capacités. Il se dirige ensuite vers le Pérou et trouve une fille utilisant sa capacité de guérison pour aider les autres, mais la vole malheureusement aussi et se demande s'il devrait faire un saut temporel pour sauver Kuma, mais décide ensuite de ne pas le faire, sous prétexte qu'il ne devrait pas défier les lois de la nature plus qu'il ne l'a déjà fait. À Cuba, il commence à ressentir les premiers symptômes d'un grand nombre de capacités coexistant en lui. Il utilise accidentellement l'effondrement et détruit un bâtiment, et utilise la télékinésie pour presque tuer un homme innocent, mais reprend ensuite le contrôle de lui-même à temps. Finalement, il se retrouve en Arabie Saoudite et essaie de force de dormir pour faire une petite pause, mais quand il se réveille, il se trouve dans un nouvel endroit, et sa mémoire est floue. Il regarde les nouvelles et réalise que pendant son sommeil, il a causé des destructions massives en passant en mode berserk automatique pour traquer les utilisateurs de capacité. Il décide de ne plus jamais dormir et poursuit sa mission. Il se rend ensuite en Italie, où il s'assied sur une chaise tout en étant attaqué par un groupe de mafieux qui lui tirent dessus avec des armes à feu, alors qu'il se demande ce qu'il fait là et pourquoi il voyage même à travers le monde. Il commence à perdre son but, mais en retrouve un aperçu en regardant le petit livret de traduction que Nao lui a donné. Il essaie de se souvenir de son visage et de qui elle était, mais cela fait bien trop longtemps pour qu'il puisse s'en souvenir clairement. Au final, il se contente de se convaincre que ce doit être quelqu'un d'important pour lui et poursuit sa mission, et commence à débarrasser pays après pays de leurs utilisateurs de capacité. Après une année entière d'un voyage brutal autour du monde, luttant contre d'innombrables groupes de terroristes et volant un nombre apparemment infini de capacités, Yu perd son sens de lui-même de nombreuses fois durant ce périple, mais ses sentiments pour Nao le ramènent toujours à sa mission. Finalement, le jour arrive où il dérobe à la dernière personne sur Terre sa capacité surnaturelle, celle qui donne du courage. Alors qu'il tombe au sol, ayant rempli sa promesse, Shunsuke arrive en volant pour le récupérer et le ramène chez lui. Quand il se réveille dans son lit d'hôpital, avec Nao à ses côtés, il lui demande qui elle est, et elle réalise qu'il l'a complètement oublié. Après avoir accumulé tant de pouvoir et traversé tant d'expériences difficiles, il a oublié qui il était, mais elle décide de tenir sa promesse et lui dit qu'elle est sa petite amie et lui raconte leur temps passé ensemble au conseil étudiant. Elle lui dit que c'est elle qui a créé ce livret pour lui, et il lui répond que tout au long de son voyage, il l'avait gardé avec lui comme un porte-bonheur. Elle le remercie d'avoir tenu sa promesse et d'être revenu sain et sauf, et l'emmène rencontrer leurs amis. Ce n'est peut-être pas la fin la plus heureuse du monde, mais avec tout le monde en paix et un avenir radieux devant eux, l'histoire de Charlotte prend fin.